Bienvenue dans La Force du Handicap, cette émission qui se veut inspirante à toute personne souffrant de handicap et qui ne trouve pas la force intérieure pour le dépasser. Je suis Cécile Sey et mon but est de vous présenter des personnes qui font preuve d'une telle force intérieure qu'elles forcent l'admiration justement et qui peuvent en motiver plus d'un. Se sentir moins seul est un des premiers pas vers la confiance en soi et le chemin pour arriver à se surpasser s'ouvre alors devant vous. Pour que cet handicap devienne une force, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Stanislas, qui a un parcours de vie tellement atypique que vous allez avoir du mal à le croire. Je précise que tout ce que vous voyez dans cette émission est vrai. Rien n'a été inventé. Alors bonjour Stan. Bonjour Cécile. Je veux que tu reviennes sur ton parcours et que tu nous racontes en quelques mots. Alors, pour faire simple, donc moi petit, j'avais tendance assez rapidement à être un peu hyperactif, à pas beaucoup dormir. Très tôt, mes parents, je dormais pas beaucoup. J'étais assez sportif. Donc très rapidement, on a vu qu'en maternelle, ça allait pas. Du coup, on m'a diagnostiqué quand je suis arrivé à Lyon, parce qu'avant j'étais à Paris, je suis né à Paris. Arrivé à Lyon, je me suis fait diagnostiquer enfant avec le trouble du comportement et du développement. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire quelque chose. Okay. Et à partir de là, mon pédopsychiatre de l'époque, qui était donc à Lyon, a décidé, parce qu'à l'époque on n'avait que ça comme solution, que du coup il fallait m'emmener en hôpital psychiatrique pour enfants, en hôpital de jour, sur Lyon du coup. Et donc à partir de là, donc j'ai fait de mes 6 ans à mes 12 ans en hôpital psychiatrique, donc où j'ai rien... Tu dormais là-bas? Alors, de la journée, des fois il y avait des jours où je pouvais rentrer chez moi et des jours où je dormais là-bas, ouais. D'accord. Et donc de 6 ans à 12 ans, tu avais ton quotidien, c'était l'hôpital psychiatrique? C'était l'hôpital psychiatrique, oui, avec des activités, mais bon, voilà, avec aussi des doses aussi de médicaments. Mine de rien, j'ai quand même bien été, je dis toujours le terme shooté. Je pense que c'est le bon terme, avec notamment du Risperdal. Et aussi pour anecdote, j'ai aussi de l'Atarax le soir pour dormir. Et une fois, mon papa s'est trompé au niveau des médicaments. Parce que ça faisait un petit bout de temps qu'il a l'habitude de prendre. Et en fait, au mieux de mettre une cuillère d'Atarax, il a mis une cuillère de Risperdal. Et parce qu'à force quand on est parent, quand tous les jours on fait ça, des fois ça peut arriver de faire la gaffe, sauf que sur des médocs ça peut être très dangereux. Et du coup, je me suis retrouvé à aller en urgence vitale, où j'ai failli justement aussi un peu y passer en surdose par rapport aux médicaments. Donc, Mais tu faisais... Alors attends, parce que là on est perdu. Donc de 6 ans à 12 ans, ouais, tu fais l'hôpital psychiatrique. c'est ça. Tu apprends des trucs ou tu es shooté toute la journée en fait? Shooté toute la journée, j'ai quand même appris certaines choses. Je peux pas dire, par exemple, j'avais droit du théâtre, j'avais droit aussi à faire du sport. Mais on va dire, bon voilà, quand on fait ça un petit bout de temps, ça va. À partir de 2 ans, 3 ans, bon, le temps commence à être un peu long, on va dire. Et surtout qu'en plus de ça, accompagné de ça, bien sûr, on avait droit aussi, si on ne mangeait pas sa feuille de salade ou de ce type de choses, c'était considéré comme de la rébellion. Du coup, on pouvait être amené à être en salle d'isolement, dans des endroits où on n'avait pas de... prison. Un peu comme une prison, exactement. On n'avait pas... Donc, mais alors, explique-moi Stan, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, tu n'as pas développé d'amertume ou de colère, parce que... Enfin, je sais pas, être enfermé, surtout à l'âge entre 6 et 12 ans, on a justement envie d'aller s'amuser avec ses copains dans la cour. Enfin, je sais pas, y a pas une colère qui est montée en toi à un moment donné, dans cet âge-là ou... Au début, oui, forcément, parce que voilà, on est jeune, on est petit, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui nous arrive en soi. Ouais. On n'a rien demandé. Et pourquoi? Ouais, c'est ça, pourquoi on n'a rien demandé, pourquoi nous et pas d'autres personnes. Enfin voilà, donc au début oui, et puis en fait au final cette force, cette colère, on en fait une force justement. Enfin c'est pas une fatalité, on peut très bien réussir à s'en sortir. Et donc au final je me suis dit bon en fait cette haine au début qui était très forte, c'est devenu en fait au fil des années une force.
Et tes parents, à ce moment-là, ils disaient quoi? Parce Et- que ils Mm. étaient aussi confrontés à ce genre de truc, quoi. Ah bah ils étaient plus que confrontés, c'était leur quotidien comme c'était le mien aussi. Donc ils étaient totalement aussi acteurs de la chose. Donc eux, bah justement ils ont voulu me mettre au sport Mhm. pour parce que j'étais un peu hyperactif. Donc à l'hôpital on m'avait dit il faut pas faire trop de trucs trop violents. Du coup ils ont eu la bonne idée de me mettre au hockey au début pendant 3 ans, hockey sur glace, Mhm. et après rugby. Donc voilà, des sports pas trop violents qui restent. Donc voilà, on est D'accord. Et pour donc tes parents à ce moment-là, ils te disaient quoi? T'es obligé, tu dois en passer par là jusqu'à tes 12 ans. Et bah en fait, surtout en fait ce qui se passe c'est qu'en soi il n'y avait aucune notion de temps parce que en soi l'hôpital voulait me garder. C'est-à-dire qu'en fait mes parents on a dû demander à mon pédopsychiatre qui connaissait la directrice du centre hôpital psychiatrique qui a demandé à ce que je sois entre guillemets libéré. Parce que sinon en fait juste mes parents ne pouvaient pas sortir de l'hôpital. Donc c'est aussi là un peu le truc. Non mais donc, ils ont pété un câble ou ils t'ont enlevé de... Bah non, ils m'ont pas enlevé justement, mais en tout cas, il y a quand même eu vraiment plusieurs actions qui ont failli mener à d'autres options, dont justement la justice. Ah oui. On m'en a parlé bien après, mais ça, on m'avait expliqué qu'on était à un niveau où, effectivement, si on n'avait pas eu mon pédopsychiatre qui était qui est juste quelqu'un de fantastique, qui Mhm. m'a aidé, qui me suit encore. D'ailleurs, je suis un de ses plus vieux patients. D'accord. Et sans lui, franchement, je pense que j'y serais encore, quoi. J'y serais encore, ou alors j'y serais sorti, mais avec encore des Intéressant. années, encore dans des années, des années, hein. Alors, que dirais-tu? Alors, c'est quand même curieux comme question, hein, tu vas me dire, parce que va trouver toi. Mais que dirais-tu à quelqu'un qui vivrait en ce moment la même situation que toi? Mais bah, je dirais, bah, comme du coup ce que j'ai précisé avant, c'était de dire en fait la colère ou la haine qu'on a, faut pas la jeter contre les autres, mais justement faut se dire ok, j'ai une énergie, parce que du coup c'est de l'énergie, et cette énergie au mieux de la balancer de n'importe quelle façon, voilà, et bah en fait je vais en faire quelque chose d'utile. Et donc avec cette énergie, je vais essayer d'avancer, d'aller de l'avant, et ainsi de suite, de combattre. D'accord. Et toi, ça t'a permis en fait de mettre cette énergie à ton profit pour ton propre intérêt en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et tu as trouvé cette force de te lever et de faire des efforts, comme tu dis, et de te mettre cette force à ton profit dans ton quotidien. Comment? D'où tu l'as trouvé cette force? En toi? Et, C'était psychologique? et bah, en fait, j'avais simplement l'envie de vivre, très Mhm. bêtement, mais je me disais, oui, que j'avais tous les matins, enfin, je me lève, j'avais juste déjà aussi envie de vivre. Donc, c'était pas facile, hein, c'était tout sauf facile. Mais si on n'a pas l'envie de vivre, je crois que c'est compliqué déjà de se lever. Mais tu m'étonnes. Parce que bon, ce quotidien-là, tu as accumulé du retard, Mm. j'imagine, dans tes apprentissages, parce que si tu faisais du sport, du théâtre, alors je précise quand même que le théâtre, c'est super important, il faut en faire, hein, mais que si tu faisais que ça et que les apprentissages au niveau scolaire n'y étaient Ouais. pas, tu as dû cumuler, et notamment, j'imagine, les maths. Ah bah, que- ça, les maths, j'ai connu qu'à partir de 10 ans, 12 ans, quand mes parents m'ont appris à compter et appris à lire. Ah ouais. Donc, Ah ouais. En fait, ta vie scolaire, on va dire, a ouais, commencé à 12 ans. Donc, parce que c'est ça. raconte-nous chronologiquement, là, Mm. tu arrives dans la région, donc ici sur Ouais. Annecy, à l'âge de 12 ans, C'est ça, exactement. Où du coup, j'intègre le collège La Salle Anne-Sylvieux. et tu vas au collège. C'est ça, avec dans classe du coup, en ce qu'ils appellent du coup classe à l'inclusion. Pour justement des élèves, on était 20 au mieux de 30. Pour justement des élèves qui avaient beaucoup de difficultés. Ok. Et donc du coup, bah... Donc, tu n'as pas ouvert un seul cahier ouais. de ta vie. Mm. T'arrives, t'as 12 ans quand même, Ouais. ton quotidien c'était l'hôpital psychiatrique et t'arrives au collège directement. Ouais, direct. Toi, ton expérience de la cour d'école, t'as pas connu, tu Moi, t'arrives à la cour de collège. ouais, bah, j'ai un peu connu parce que j'ai eu le temps quand même de faire ce qu'on appelle la CLIS en primaire pour un peu justement aider à l'insertion, mais c'était des demi-journées. Donc D'accord. autant dire que ça compte un peu pour du beurre Mhm. ou Mhm. c'est pas voilà, Pas grand-chose, quoi. pas grand chose voilà. Donc
D'accord. Donc oui, effectivement, j'arrive. Et ça t'a pas fait peur du coup, parce que je crois que dans la chronologie que tu vas nous raconter après, tu deviens un conseiller clientèle en banque. Et donc ça t'a pas fait peur, ce gap-là entre l'apprentissage des maths à 12 ans et conseiller clientèle en banque? Bah en fait, en soi, moi au début, moi aussi, j'étais pas, on m'a dit, enfin, en fait, c'est surtout, on est venu vers moi. C'est pas moi qui ai eu l'idée de dire, allez, je vais J'y travailler vais. en banque. Ok. Pas du tout. C'est l'inverse. C'est justement, on m'a expliqué, on m'a dit, avant tout, d'être quelqu'un qui doit voilà, savoir maîtriser les chiffres, il faut aussi avoir la communication, avoir de l'empathie. Et en fait, du coup, j'ai été surtout recruté et pris pour ça, pour mon côté humain, pour mon empathie, Mhm. avant d'être sur le côté purement matheux. Ça, pour eux, ça vient sur un second plan. D'accord. Donc en fait, ce parcours-là, donc tu vas au collège, tu vas au lycée, tu intègres, parce que tu ne nous as pas raconté tout le Oui, parcours, hein. Tu arrives donc au collège, à 12 ans, tu ouvres ton cahier de maths. Bon, bah ok, mais on t'a surtout, on est venu te chercher pour tes qualités de communicant c'est ça, exactement. et de Ouais. relation clientèle. C'est quand même fort, hein. Enfin, je veux dire, tu les as développées comment, ces compétences, ces soft skills? Ouais, ça s'est fait au final, au fil des années. Puis aussi, enfin, je pense que le théâtre, ça aide quand même, justement, ça, on revient là-dessus, hein. Le théâtre, ça aide C'est quand même un petit important, je vous lis, c'était important de faire. Le théâtre, ça m'a quand même aidé. Pour ça, bon, je vois pas Ouais, tout noir malgré des années très compliquées. Mais du coup, ouais, dans le théâtre et en fait le sport, ça ouais, m'a aussi beaucoup justement permis bah, rester avec du lien social parce que j'avais quand même beaucoup du coup d'amis en dehors de l'hôpital parce que bah via au sport. Donc ok. ouais, j'ai toujours une vie sociale, donc j'ai eu toujours cette intelligence, réussi à avoir cette intelligence humaine, d'autant plus, je pense, par rapport à mon parcours, pour avec l'empathie notamment. D'accord. Et par rapport à ça, justement, j'avais envie de te demander, c'est surtout que pendant cette période-là, de 6 à 12 ans, finalement, tu t'es adressé qu'à des adultes, tu parlais qu'avec des adultes, quoi. Ouais. Du coup, le langage que tu avais déjà développé, toi, c'était un langage que les entreprises utilisent, quoi, C'est presque, ça. hein. Est-ce que tu penses que tu es différent des autres? Alors, non. Enfin, je pense pas que je suis différent des autres parce qu'on est tous différents. D'accord, en fait, Ouais, on part du principe que on se ressemble pas non. et que les différences, c'est ce qui fait le lit de la société, en fait, hein. C'est ça. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de, pour toi, il n'y a pas de stéréotype, il y a pas de un plus que l'autre, on est tous différents et Ouais. On doit tous être différents par rapport à ça. Après, c'est juste des schémas qu'on nous a inculqués en soi petit et ainsi de suite. La société fait que justement. Mais en soi, enfin, purement on doit manger et dormir. Enfin, en soi, on est bon qu'à ça en soi. Enfin, pour vivre, pour fonctionner. À part oui, effectivement, quand on est malade, on peut avoir des petits soucis justement par rapport à ça. Mais en soi, sinon, mis à part la maladie et la mort, on est tous, enfin même la mort, on est égaux au final. ah oui, au final, Donc hein, on en va fait, tous passer par là, hein, donc au final, la différence, elle est pas si notable, hein, avec un peu de recul, hein. c'est vrai, mais quelque part, toute ta vie, et notamment quand on a un handicap, Ouais, toute ta vie, on a voulu te faire rentrer dans des cases, quoi. c'est Enfin, ça. t'as bien remarqué. Oh, beaucoup. Et du coup, ça t'a pas renforcé dans l'idée de te dire je suis différent des autres. C'est pour ça Ouais. qu'on veut absolument te faire rentrer dans une case. Bah, alors, justement, moi, par rapport à ça, c'est parce qu'on voulait mettre dans une case que je dis non, non. Moi, on me met dans aucune case, justement. Et oui. Bah, c'est par rapport à ça. Je voulais pas qu'on me mette dans une case, justement, je me suis dit non, justement, c'est parce qu'on veut me le mettre. Bah, non. Dans ton entourage ou dans ton actualité, on va dire, il y a une personne qui t'a inspiré ou t'as un modèle ou t'as un mentor et Hmm. si oui, pourquoi? Euh, non, j'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas vraiment de modèle ou de mentor, tout simplement parce que j'en ai pas. Pour moi, c'est plusieurs personnes, beaucoup de personnes différentes et variées qui m'ont inspiré. Mhm. Je pense qu'il faut prendre, c'est pas une personne, mais c'est un tout. D'accord. C'est comme tout. Moi, je prends dans sa globalité des T'as pas de choses. modèle. J'ai pas de modèle spécifique, mais j'ai juste beaucoup de personnes inspirantes qui m'ont inspiré. D'accord. Ok. Pas un seul modèle. Qu'est-ce qui t'anime profondément dans la vie? Quelle est ta passion?
Alors pour moi, de mon côté, parce que je pense qu'effectivement, dans la vie, on a besoin d'une passion pour vivre. Ça, c'est très important. De mon côté, ça a été le sport, Mhm, qui a été un moteur, mais justement pour ça que mes parents ont voulu me faire faire du sport, mhm. qui m'a permis d'avoir des amis, qui m'a permis de pouvoir me dépasser, pouvoir faire beaucoup de choses Mhm. à côté, alors qu'à côté, bon, je faisais pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai gardé cette habitude. Quand même, excuse-moi, hein, mais pas grand-chose en voulant s'en sortir. Parce que donc, de l'hôpital psychiatrique, tu vas au collège. Du collège, tu rentres au lycée. Du lycée, tu rentres. Excuse-moi, hein, mais pas grand-chose. C'est quand même déjà un beau parcours. Et donc, du lycée, tu intègres. Du coup, après, je me dirige en bac plus 2. Du coup, j'étais en bac pro vente. Et du coup, je passe d'un bac pro vente à un bac plus 2, donc un BTS NDRC. Où là, du coup, bah, où j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans d'alternance. Donc, à la fin des 2 ans, j'ai eu mon diplôme. Et maintenant, bah, là, je suis en train actuellement de faire ma licence professionnelle en immobilier. Également aussi en alternance. Pour continuer. Pas grand-chose en fait, hein. Il a fait pas grand-chose, j'adore. Donc qu'est-ce que ce sera quand il va s'y mettre en fait, hein, on se dit. Bon. Et après, Et après, bah, du coup, là, au mois de septembre, je vais intégrer en grandes écoles, du coup, bah, l'INSEC pour la suite, pour mon master en finance, du coup. Mais j'aime pas les maths. et t'aimes pas les Mais maths. j'aime pas les maths. Et t'aimes pas les maths. Et le premier livre de maths qu'il a ouvert, c'est à 12 ans. Ouais. Comme quoi, on peut s'y mettre très tard, quoi. Bon alors dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais faire après dans la vie? Parce qu'avec ce master, dis donc, elle est loin pour quelqu'un qui a commencé assez tardivement l'école. Ouais. Bah, du coup, après, moi, j'aimerais, pour le moment, je me mets pas de. Mon objectif, c'est de vivre, en fait. Donc, à partir de là, je me dis tout est possible. C'est possible, c'est... On sait pas de quoi il fait demain, donc Ouais. bah, j'aimerais bien peut-être après plus tard pouvoir monter mon entreprise, Ah peut-être dans oui, chef l'immobilier d'entreprise. ou quelque chose comme ça. Oh, il m'éclate ce Dans jeune. l'immobilier justement avec de la finance, pouvoir mettre le côté conseil financier plus immobilier qui sont au final très liés. C'est que ça peut être un projet qui me botte, mais ça serait une finalité déjà beaucoup d'autres choses. Ouais. Passons, ne brûlons pas d'étapes. Tu aimerais faire passer un message, quelque chose à dire? Bah moi j'aimerais beaucoup dire que je pense que la chose qui permet aux gens de s'en sortir quand les épreuves sont compliquées, c'est notamment d'écouter son corps et son cœur. D'accord. Tu trouves qu'on ne s'écoute pas assez en fait? On ne s'écoute pas assez dans la société où on vit, on est toujours à 200%. Au final, on prend plus le temps de se poser, de réfléchir 2 minutes et S'arrêter. de recentrer les choses, de prendre du recul, quoi. Donc, je pense que c'est important le recul. Ok. Ouais, je prends un cours. Excusez-moi. Il y a une citation, un mantra, quelque chose que tu sais, quelque chose qui te répète souvent pour trouver la force au quotidien. Ouais. Je pensais la dernière fois à une amie d'ailleurs qui a mis ça sur son titre euh, justement de son entreprise, à Hakuna Matata. Elle se retrouvera bien. Ouais. Et donc, Et donc moi, bah, pour moi, en fait, c'est une phrase que mon père me dit depuis des années, je pense, qui est assez vraie. C'est ouais. tout simplement de dire que la vie, c'est qu'une succession d'emmerdes et faut faire avec. Voilà. Et je pense que c'est bien, comme ça au moins, bah, on voit que la vie de façon positive. D'accord, ok. Avec une succession d'emmerdes quand même. C'est ça. Ok. Bon, alors du coup, quand on réussit quelque chose, on se dit bon bah. Bon, bah, c'est bien, justement. C'est bien, on a laissé l'emmerde de côté. Merci Stan de nous avoir accordé ce petit moment. Bah, Très constructif parce que bon ben on a pris un peu des leçons, même si on en apprend tous les jours, tu verras. toujours. Voilà. Et puis de nous avoir accordé un peu de ton temps parce que j'imagine que l'immobilier et tout ça doit envoyer du lourd. Ça travaille, ça travaille. Suivez tous nos témoignages inspirants et faites de votre handicap une force, c'est ça qu'il faut retenir en tout cas. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent? Bah moi je dirais oui que justement qu'on ait un handicap au final ou pas, surtout, c'est que je pense que chaque expérience qui est dure nous permet d'aller de l'avant. Donc en fait quand sur le moment c'est dur, oui c'est dur, mais en fait après il faut savoir prendre du recul pour dire ok, mais ça me fait ça comme bénéfice. Cette émission a besoin de vous pour continuer
Et si vous êtes une entreprise, une association, une mutuelle, une profession libérale et que vous désirez être associé à ce programme ou apporter votre soutien, proposer des profils d'invités, nous sommes à votre disposition. Vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site d'Aravision Studio. Merci encore pour votre présence, votre écoute. C'était Cécile Sey pour La Force du Handicap.